Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur TV Fil 78 si vous nous rejoignez pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Le débat de ce soir porte sur la crise des migrants. Il aura suffi d'une photo, une seule, celle d'un petit garçon syrien de 3 ans, retrouvé mort sur une plage en Turquie pour créer l'émotion en Europe. Mais vous le savez, l'émotion est un sentiment éphémère qui a laissé place à un vif débat sur la question des migrants. Les premiers réfugiés syriens et irakiens sont arrivés dans les Yvelines, dans la ville de Bonnel, la semaine dernière. Alors que des maires ont accepté d'accueillir des migrants dans leur ville, d'autres ont refusé. Nous allons donc tenter de comprendre pourquoi et de savoir si les Yvelines et plus largement la France peuvent, dans un contexte économique difficile, accueillir des réfugiés et surtout leur offrir un avenir. Vous pouvez réagir, participer, poser toutes vos questions sur le Twitter de l'émission, #78société. 4 invités autour de la table pour ce débat. Alain Hajjaj, d'abord, maire communiste de la Verrière, bonsoir. Bonsoir. Bernard Debain, maire Les Républicains de Saint-Cyr-l'École, bonsoir. Bonsoir. Pascal Rodier, secrétaire départemental du Secours populaire français des Yvelines, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Mamadou Dem, vous êtes sociologue, spécialiste des migrations et du développement local. Bonsoir. Bonsoir. Alors Alain Hajjaj, on va commencer avec vous. Pour vous, en tout cas, il n'y a pas lieu de s'interroger. Il est du devoir des communes d'accueillir les réfugiés. Vous l'avez d'ailleurs indiqué dans un communiqué de presse. Nous avons le devoir d'agir. Oui, c'est une évidence, mais de toute façon, c'est depuis longtemps. Juste d'ailleurs, c'est pas la photo de l'enfant sur la plage qui fait réagir, elle n'a été qu'un accélérateur. Ça fait la question de la crise des migrants et des réfugiés dure depuis plusieurs mois, plusieurs années. À la Verrière, on est une commune qui avons accueilli beaucoup de migrants et de réfugiés tout au long de ces 10, 20, 30 dernières années. On ne pouvait pas rester insensible. Ça ne veut pas dire que tout ça doit se faire sans discussion, sans débat. La question ne s'arrête pas à est-ce que l'on doit accueillir. Pour moi, c'est évident. Mais par contre, la question, c'est également comment doit-on accueillir et puis surtout, comment doit-on agir pour éviter qu'il y ait des migrants. Alors, Bernard Debain, vous avez refusé d'accueillir des migrants, en tout cas cette année, puisque vous en aviez déjà dans votre ville, que vous avez accueilli l'année dernière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Pourquoi ce refus ? Comme vous dites, donc c'est pas cette année, puisque en 2014, nous avons accueilli des réfugiés irakiens. Donc la vague de réfugiés, elle s'est amplifiée, mais elle existe déjà depuis 1 an et demi, 2 ans. Mon problème, c'est ces réfugiés, il faut s'en occuper. C'est pas le tout de leur trouver un toit. C'est après, qui est-ce qui va, jour après jour, semaine après semaine, assurer le suivi. Le suivi tout bête, c'est que les aides, elles n'arrivent pas tout de suite. Il faut des semaines, voire des mois. Or, vous avez invité un représentant du Secours populaire. Je tiens à dire que les associations à Saint-Cyr, que ce soit le Secours populaire, le Secours catholique et les Restos du Cœur, se sont mobilisés. Il a fallu meubler l'appartement qu'on mettait à leur disposition. Il a fallu aussi, depuis 10 mois qu'ils sont dans la ville, leur donner à manger tous les jours. Donc ce que vous nous dites, c'est que vous n'êtes pas contre le fait d'accueillir des réfugiés, comme certains maires républicains l'ont annoncé dans la presse, mais vous, c'est que vous n'avez pas les moyens, aujourd'hui, d'accueillir des réfugiés à Saint-Cyr-l'École. À l'heure actuelle, en tous les cas, en ce qui concerne la ville, je n'avais pas d'autres logements. Dans quelques semaines, ils auront tous non seulement le statut, mais des revenus. À l'heure actuelle, ils sont 3 à en avoir, sur 5 adultes. Il y en a le père et la mère de famille, puisqu'il y a en plus 3 enfants derrière. Il paraît que le dossier est bloqué à la CAF, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, donc ils n'ont pas de revenus. Et une fois qu'ils auront ça, on va pouvoir les basculer vers le parc social. Donc on pourra libérer l'appartement que l'on a. Et ces gens-là, pour les associations, et moi je me tourne vers les associations qui les prennent en charge, qui ont assuré le début des cours de français, qui les ont soutenus, qui les ont aidés dans leur démarche. S'il y en a plusieurs dizaines,
Est-ce que les associations seront capables de le faire? Bon, c'est la question qu'on va poser à Pascal Rodier. Est-ce que vous avez les moyens de le faire? Vous avez d'ailleurs lancé déjà des actions, Oui, des alors, appels aux dons notamment. Moi, je ne peux pas déjà prendre la parole au nom de toutes les associations. Le Secours populaire, c'est une association de solidarité qui existe depuis 70 ans maintenant. Ce n'est pas nouveau qu'il y ait des migrants, quelle que soit la définition qu'on mette sur le thème, viennent en France dans des situations de précarité et aient besoin, pendant un laps de temps plus ou moins long, de la solidarité nationale, donc solidarité d'État ou de la solidarité des associations ou des particuliers, puisque tout ne passe pas nécessairement par les associations. Il y a aussi des gens généreux qui peuvent se passer d'associations pour faire la solidarité. Faut pas non plus, il y a des collectifs qui sont en train de se monter, il faut pas citoyens actuellement. Il ne faut pas systématiquement rentrer dans une logique où ça sera nécessairement les associations qui feront le tampon entre la venue de gens sans droit et l'accès aux droits. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant, souvent en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on propose comme véhicule ou comme trajectoire pour ceux qui ont la chance d'arriver dans des pays qui ne sont pas en guerre, en tout cas pour si on parle des migrants pour raison de conflits armés, là, les migrants économiques, c'est un autre sujet. Bien sûr que nous n'avons pas à l'heure actuelle la capacité financière et humaine de prendre en charge l'alphabétisation de beaucoup de migrants. C'est-à-dire que là, nous, sur la ville de Trappes, on a 3 ateliers d'ASL, on appelle ça. Ateliers sociolinguistiques pour apprendre notamment le français. Ce sont des gens parfois qui habitent en France depuis un certain nombre d'années et qui déjà ne maîtrisent pas suffisamment bien le français pour pouvoir avoir accès à un emploi, une vie sociale équilibrée et tout ça. Donc là, dans les migrants, il y a le travail de l'OFPRA qui va se faire aussi. Donc il faut laisser le temps aux agences de produire leur travail. Quand on dit laisser le temps, c'est-à-dire combien de temps? Là, j'ai envie de vous dire que ça va dépendre de la volonté politique qu'on a derrière. C'est-à-dire que selon les cas, ça peut aller très vite, mais on sait maintenant que pour le statut de réfugié politique, la durée moyenne, quand on a fait le tour de tous les recours, c'est plutôt de 3 ans, c'est pas 2-3 jours. Donc, alors justement, pendant ce temps-là, les gens ont une vie, ont des enfants, ont besoin de manger, comme vous disiez, ont besoin d'avoir accès à la santé, d'avoir les vaccins pour leurs enfants pour qu'ils puissent aller à l'école, des choses très basiques en fait. Alors Mamadou Ndem, justement, quel est le parcours type d'un réfugié politique en France une fois qu'il a mis les pieds sur le territoire national? Le parcours d'un réfugié politique qui arrive en France, c'est de chercher à bénéficier des dispositions de la Convention de Genève. Convention signée bien sûr par la France. Donc ratifiée par la France, au même titre que l'ensemble des pays des Nations Unies. Donc, qui ont ratifié la Convention. Reste maintenant comment savoir si cette Convention a été respectée, comment elle est appliquée en fonction des pays. Le parcours, donc, c'est un parcours sinueux de la préfecture où on dépose donc, un dossier de demande d'asile, où on donne donc, le document, le fait de remplir ce document et de l'envoyer à l'OFPRA. Une fois qu'on l'a envoyé à l'OFPRA, l'OFPRA donc instruit le dossier. En première lecture, c'est-à-dire dans la première lecture, normalement, l'OFPRA convoque le récipiendaire pour voir effectivement apporter des éclairages par rapport à son parcours et les raisons ou les motivations qui l'ont poussé à demander donc l'asile en France. En gros, pour vérifier s'il est vraiment d'un pays voilà, s'il est vraiment parce que des réfugiés peuvent être un comportement peut être motivé sans pour autant que le pays soit en guerre, parce que dans une dictature. Donc les gens, pour des raisons d'absence de liberté d'opinion ou de contraintes liées à la liberté de parole ou d'exercice de mission citoyenne, sont contraints de quitter leur pays pour sauver leur vie. Donc c'est là aussi qu'il faudra faire attention sur cette dimension de caricaturer sur qui est réfugié et qui ne l'est pas, c'est quoi le réfugié ou qu'est-ce qui n'est pas réfugié. Donc à partir de ce moment-là, donc, une fois que l'OFPRA a instruit le dossier, l'OFPRA peut valider donc la première demande. Et dans ce cas-là, il obtient réfugié politique. Donc, il obtient le statut de réfugié politique. Il le retourne à la préfecture, qui effectivement lui délivre donc un titre de séjour. Et à partir de là, donc, il enclenche le processus d'insertion et de vie quotidienne en France. Et alors, comment justifier que si l'OFPRA refuse à la première instance donc d'accorder un statut de réfugié politique, il a une capacité de réexaminer son dossier dans le cas d'un recours autour de la Cour administrative de réfugiés, qui statue dans un délai qui peut être long. Donc souvent c'est là où c'est très long. Et en attendant, comment ils font concrètement pour manger, pour se laver, pour s'habiller? Il y a 2 éléments. Soit ils bénéficient donc des dispositifs des CADA,
donc des centres d'accueil des réfugiés, donc qui généralement gérés par France Terre d'Asile. S'ils ne sont pas hébergés donc, par France Terre d'Asile, généralement, ils sont logés par des amis ou par des associations, donc, comme le Secours catholique ou le Secours populaire, qui les accueillent en essayant de les accompagner. Donc, à partir de ce moment-là, donc, si cette démarche de recours de réfugiés aussi est terminée sans réponse favorable, il a aussi faculté de pouvoir demander un réexamen de son dossier, mais là aussi c'est hypothétique. Et ça peut tourner en rond. Et ça peut tourner en rond. Alors, comment on résout cette équation? Parce que beaucoup de Français se posent cette question. 1, il faut faire des économies, serrer la ceinture. 2, les chiffres du chômage sont en constante augmentation. Et 3, il y a plus en plus de pauvres. Ça, c'est un constat assez partagé, en tout cas en France. Est-ce que, malgré cela, la France, les Yvelines, 50 ans en Yvelines pour réduire, ont les moyens d'accueillir des réfugiés, quels qu'ils soient? Là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les réfugiés politiques, les réfugiés de guerre. Mais est-ce qu'on a les moyens? Qui va payer? Je ne pose pas tout à fait la question comme ça parce que c'est évidemment, il faut avoir une vision un peu mondiale de ce qui se passe. Et même s'il y a des difficultés lourdes en France, et on est bien placé pour le savoir, y compris à la Verrière, qui est une commune populaire avec un taux de chômage important, il y a des solidarités qui existent et c'est le fondement de notre humanité à tous. Et donc nous sommes portés par ces fondements de l'humanité. Donc nous accueillons des gens qui sont plus pauvres, plus en difficulté, qui sont confrontés quand même à une question de vie ou de mort. De vie ou de mort, c'est quand même pas tout à fait le cas dans la situation en France, même s'il y a des difficultés lourdes. Donc la question, sans domicile fixe, bien sûr, pour lequel l'action publique devrait d'ailleurs être bien meilleure. Et ça interroge d'ailleurs la crise des migrants, l'action publique sur les publics. Et pendant qu'il faut parler, justement, on voit des images de l'accueil des réfugiés à Bonnel. Tout à fait. Deuxième élément, on parle de 24 000. Moi, il y a 2-3 choses qui me choquent et me surprennent. Je veux le dire franchement, 24 000 en 2 ans réfugiés accueillis en France. 24 000, c'est moins d'un par commune française. Il y a 36 000 communes en France. Donc on voit aussi que la répartition de l'effort peut être regardée parce que c'est pas beaucoup. Je pense que d'ailleurs la France pourrait faire sans doute mieux que 24 000 personnes accueillies. Troisième élément, moi je ne supporte pas cette classification aujourd'hui entre réfugiés de guerre, réfugiés, et que va-t-on dire demain pour les réfugiés climatiques? Pourquoi ceux qui sont confrontés à la misère issue de guerre, quelquefois dans lesquels nous avons des responsabilités, ne sont plus classés comme des réfugiés de guerre, mais comme des réfugiés économiques, alors qu'ils ont subi les conséquences de guerres que nous avons quelquefois provoquées, ou bien d'une famine ou d'une misère dont nous avons quand même quelque part aussi quelquefois des responsabilités. Donc voilà, ça interroge plus généralement nos rapports nord-sud, les rapports de géopolitique, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut? On voudrait bien, et les gens aussi aimeraient bien rester dans leur pays. Il n'y a pas un migrant qui a envie de venir forcément, ils ont envie de rester dans leur pays. Justement, du coup, qu'est-ce que vous dites à ces maires qui disent qu'ils ne peuvent pas recevoir, qui n'ont pas les moyens de recevoir? Est-ce que vous pensez que c'est un faux argument? Il y a toujours une solution? Je ne suis pas là pour juger quiconque. Moi, je pense que nous avons la responsabilité d'interpeller, quand nous n'avons pas les moyens, les autorités nationales ou les autorités départementales, dont c'est aussi la responsabilité, pour mobiliser les moyens. Donc la question, c'est comment nous organisons les moyens. À la Verrière, par exemple, il y a des associations qui tout de suite ont dit « nous, on veut participer ». Il y a une association qui va aller dimanche prochain à Bonnel, préparer un repas avec d'ailleurs le Secours populaire qui a accepté, et des femmes de la Verrière iront. Donc c'est possible. C'est possible. Bernard Debain, alors, que répondez-vous à Alain Jage? C'est possible, dans tous les cas. Oui, c'est possible. Mais le chiffre de 24 000, il faut l'ajouter par rapport à ceux qui arrivent en France, à ceux qui arrivent par d'autres canaux. Ceux qui rentrent en France de manière irrégulière et qui se retrouvent finalement dans la même situation. Il n'y a qu'à regarder toutes les occupations qu'il y a pu y avoir par le passé en différentes occasions de gens qui aussi se retrouvaient dans cette situation, même s'ils ne venaient pas de Syrie ou d'Irak. C'est possible aussi, et je rejoins tout à fait Alain Jage pour dire, il ne faut pas concentrer ces gens dans quelques villes de France ou quelques régions. C'est ce qui a l'air de se passer pour l'instant. On a même des régions de France qui se dépeuplent. Et c'est aussi possible à la condition, c'est que on ait des aides. Parce que les associations ne pourront pas tout faire. Pour des choses bassement matérielles. Je vais prendre l'école de mes petites Irakiennes, là. Elles arrivent en France,
Leur écriture, c'est des lettres arabes. Elles connaissent même pas notre alphabet, ce qui est beaucoup plus difficile que ce qu'on a fait par le passé pour les milliers de migrants qui venaient, par exemple, d'Espagne après la guerre d'Espagne, ou d'Italie, ou de Pologne, ou autre. Mais déjà, l'alphabet, ils ne connaissent pas. La langue, ils n'ont pas de... C'est pas une langue latine, on n'a pas de racines communes. Il faut tout apprendre. Et apprendre souvent ça pour certains enfants qui ont déjà un certain âge. Donc il faut des cours spécialisés avec des centres spécialisés. Donc, il faut pouvoir y aller, il faut pouvoir les y conduire. Donc ça demande de l'aide de l'État. Pascal Rodier, vous voulez réagir ? Oui, par rapport à ça, vous avez raison de dire que ça demande des moyens, ça demande énormément de moyens humains, ça demande du temps. Je crois qu'après aussi, sur certaines... moi je sais que dans mon héritage familial, il y a des gens qui ont des parcours de migration et où un enfant de 5-6 ans, pour l'apprentissage du français, ça va plus vite que quand on a 50 ou 60 ans. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais en même temps, souvent on dit que c'est par les enfants. C'est par les enfants. Nous, on a souvent dans nos accueils, les enfants qui font interprètes pour le compte de leurs parents. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment le rôle des enfants ? On peut s'interroger là-dessus, mais en tout cas, ils le font parce que c'est la vie qui est comme ça. Et donc, souvent, les parents reconnaissent les logos des institutions. Et puis après, c'est les enfants qui traduisent un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut amener, à quoi on a le droit, etc. Et vous avez des enfants, des fois à 10 ans, qui sont des médiateurs pour leur famille complète. Donc, je voulais juste dire qu'effectivement, dans le cadre de la réforme du CESEDA, donc le code d'accès le code des étrangers, des conditions de séjour et des demandeurs d'asile, c'est une problématique dans le cadre de la consultation des associations. En tout cas, c'est nous ce que nous avons relayé, qu'effectivement, c'est là où ça rejoint l'action politique des maires et des élus locaux. Si vous embolisez des territoires en multipliant les difficultés économiques d'intégration et d'apprentissage, vous allez créer des inégalités de territoire pour tout le monde et ça va être dur pour tout le monde. Donc en le lissant, peut-être que ça facilitera. Il y a une véritable bataille politique qui se fait sur ce thème des réfugiés. On va regarder ce qu'a dit Valérie Pécresse justement sur cette question. Mais elle a tout simplement peur. Elle se demande solennellement, elle demande au Premier ministre de faire effectuer sans délai par les forces de sécurité tous les contrôles et croisements de fichiers nécessaires pour s'assurer qu'aucune des personnes accueillies ne soit d'ores et déjà enregistrée par nos services comme ayant un lien avec une activité terroriste. On comprendra que peut-être que dans ces réfugiés qui arrivent se cachent des suppôts de Daesh. Je crois que c'est une parole politicienne. Qui est un peu électoraliste et il n'y a pas les régionales, il y a les régionales qui ne sont pas loin. Au mois de décembre, et que c'est à cause de ça qu'il justifie cette parole-là par rapport à un certain électorat, par rapport à un certain discours politique. Je crois que Daesh n'a pas besoin de faire venir des djihadistes en France. Ils les prennent en France et les amènent. Donc le problème n'est pas là. Donc je crois que, autant qu'à gauche, à droite, l'essentiel c'est d'éviter d'instrumentaliser à des fins politiciennes, de gestion de carrière politique, cette problématique humaine qui est importante et vis-à-vis de laquelle la France a un devoir en tant que puissance, un devoir compte tenu des obligations internationales de la France, compte tenu aussi de la signature de la France au titre de la Convention de Genève, mais aussi qu'il y a des... Qu'elle peut contourner, pour être honnête. Voilà, et que on parlait du principe de subsidiarité, notamment. Pour des raisons, et même au-delà de la Convention de Genève, il y a les directives européennes en matière d'accueil des étrangers, mais pour ne pas subir le foudre des directives européennes en matière d'accueil des étrangers, les États ont demandé l'application de la subsidiarité. Alors expliquez-nous. C'est-à-dire la subsidiarité, c'est la possibilité pour l'État d'appliquer sa législation nationale au lieu d'appliquer la législation européenne en matière d'accueil. Ce qui fait que tous les pays européens, aujourd'hui, les difficultés qu'on a dans le partage des quotas en matière d'accueil des réfugiés est liée à cette problématique politique qui est que les États, non seulement contournent la directive européenne en matière d'accueil et d'asile, mais aujourd'hui préfèrent pratiquer leur propre législation nationale en matière d'immigration. Et on sait que l'application des politiques nationales en matière d'immigration sont souvent soumis à des contextes politiques locaux qui sont très compliqués et qui empêchent donc une certaine vérité politique par rapport à l'électorat. On a peur de froisser l'électorat. C'est-à-dire que de dire qu'on n'a que des réfugiés, c'est pas porteur politiquement.
une certaine forme de gestion de carrière politique. Donc, l'explication de Mme Pécresse va dans ce sens-là. C'est une gestion électoraliste tendant donc à justifier un comportement politique que moi je ne partage pas, parce que voilà, bon, il a Bernard Debain est en train de faire non de la tête. Voilà, il a la liberté de contester ce que je dis. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Alors je vais mettre un bémol. Pourquoi vous mettez un bémol sur Parce les que propos de Valérie Pécresse, et elle s'est rendue en Irak l'année dernière, et c'est à son retour d'Irak, où elle avait été avec 3-4 parlementaires, qu'elle avait lancé un appel pour accueillir des réfugiés irakiens. Donc, je pense qu'il ne faut pas lui faire ce genre de procès. Les réfugiés, s'ils étaient chrétiens. Entre autres, parce qu'à l'époque, c'était eux qui étaient massacrés pour leur religion. Ça a été la première vague. Les chrétiens d'Irak, donc pour venir en France. Je crois que c'est normal, compte tenu des traditions chrétienne en France, la solidarité religieuse donc est importante. Mais je crois qu'aujourd'hui, la situation des réfugiés politiques dépasse largement cette notion de solidarité religieuse. Alain Jage. Il suffirait de demander en France à un étranger combien de contrôles il a dans le mois par les forces de police pour savoir quand même que ce n'est pas la question du contrôle. Le contrôle a lieu, il est fait. Donc ce n'est pas ça. L'usage de la phrase, effectivement, est une phrase qui me fait peur, parce qu'aujourd'hui, allez voir sur Internet ce qui se dit sur les migrants et les réfugiés. C'est terrible. On est en train de réveiller ce qu'il y a de plus moche, de ce qu'il y a de plus dur chez les gens. Alors qu'en réalité, on pourrait éveiller ce qu'il y a de meilleur, c'est-à-dire le sentiment d'humanité. Et donc, il faut qu'on soit attentif à ce qu'on dit. Chaque phrase pèse dans le débat aujourd'hui. Et profondément, les Français, comme les Allemands d'ailleurs, comme d'autres, quand on a envie de leur parler d'un langage de vérité, ils ont l'humanité qui se réveille. Parce que ce n'est pas possible de rester insensible à ce qui se passe. Donc la responsabilité d'un homme ou d'une femme politique, c'est effectivement de ne pas contextualiser avec les élections qui vont arriver. C'est d'interpeller, ça c'est normal, d'interpeller effectivement les pouvoirs publics sur les conditions d'accueil, sur les moyens qui vont être déployés, sur la manière dont vont être accueillis les réfugiés. Et puis après, chacun prend ses responsabilités politiques. Moi, pour ce qui me concerne, effectivement, je considère que c'est la question des migrants qui est ouverte et pas simplement la question des réfugiés Donc politiques. vous allez en accueillir à la Verrière. Alors comment ça va se passer concrètement? Écoutez, nous nous sommes proposés, puisque nous étions à la réunion des maires samedi matin à la Maison de la Chimie, invité par le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Donc nous nous sommes proposés, nous remplissons un dossier, et ensuite avec les autorités préfectorales et avec les associations, nous regardons. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons évidemment mettre à disposition soit des chambres temporaires dans des établissements, donc en lien avec nos bailleurs, à Doma par exemple, mais d'autres. Nous pouvons regarder, parce que c'est étonnant d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on s'aperçoit au moment des crises qu'il existe des logements vides. Mais on le sait, ça, qu'il y a des logements vides. Il suffit de regarder à Paris combien de logements sont vides. Est-ce qu'on se rend compte de l'impact peut-être de ce que vous venez de dire sur... allez, on va utiliser le terme de Français, voilà, les Français de base, les Français de souche, si on veut les appeler, forcément, ou des habitants. Qui attend un logement, quel qu'il soit. Quel est l'impact de dire que justement, quand les réfugiés arrivent, on arrive à trouver des logements, mais quand c'est les autres, il n'y a pas de place. Vous savez, il faut expliquer, il faut dire, il faut débattre. Moi, j'ai rencontré un certain nombre d'habitants là, le week-end dernier. Et on discute avec eux et ils comprennent, même ceux qui sont en attente de logement, parce que ceux-là qui sont en attente de logement ou ceux qui ont eu récemment un logement savent combien il a fallu attendre, combien il a fallu de démarches pour avoir un logement. Et ils savent aussi reconnaître. Vous savez qu'à la Verrière, au Bois de l'Étang et dans l'autre quartier de la Verrière, combien de personnes réfugiées vivent dans des familles et sont accueillies dans des familles? Il y en a beaucoup. Ils deviennent demandeurs de logement d'ailleurs et nous les enregistrons. Il y en a beaucoup. Auprès de combien sommes-nous obligés d'agir et d'interpeller les autorités pour des régularisations de papiers et autres? Donc ça existe aujourd'hui. J'en profite justement pour terminer avec vous, Alain Jage. Une question Twitter. On nous demande est-ce que justement d'autres villes vont accueillir des réfugiés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous l'avez dit par votre communiqué de presse, vous allez en accueillir. Mais est-ce que Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir des réfugiés? On entend très peu les autres maires, enfin on n'entend que vous pour l'instant sur cette question, on n'entend pas les autres maires de Saint-Quentin-en-Yvelines. J'ai interpellé le président de l'agglomération, je lui ai dit qu'à notre échelle, ça pouvait être une bonne échelle de mobilisation des moyens, y compris financiers, associatifs. Donc à l'échelle de l'agglomération, nous pouvons faire un effort. Toutes les communes ne sont pas loties pareil. La Verrière est une des communes les plus populaires, les plus en difficulté. Nous montrons l'exemple. Nous ne doutons pas que les autres villes suivront. Quelle réponse avez-vous obtenue pour l'instant? Rien du tout. D'accord. Mahmoud Deb, pour conclure. Moi, je crois que la question ne se pose pas dans une démarche que vont dire les autres lorsqu'on découvre qu'il y a des logements pour les réfugiés ou pour les migrants.
La question ne se pose pas en ces termes. La question se pose en termes de solidarité. La question se pose en termes de devoir vis-à-vis de l'autre. Je crois que la France doit assumer une responsabilité politique qu'elle a. Donc en assumant cette responsabilité politique qu'elle a, elle donc essaie d'organiser les moyens allant dans le sens de l'assumation de cette responsabilité politique. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Oui, Alain Ajax, vraiment en 2 secondes. Si les Français n'avaient pas accueilli mon grand-père, je ne serais pas là. Vous non plus, d'ailleurs, animez le débat. Vous imaginez la perte pour les Verrières-Rois. Et quelle perte pour 50 ans en Yvelines. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le Twitter de l'émission, #78société. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Et bonne semaine à tous. Merci.